Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Bazar du Net. Aujourd'hui on se retrouve pour se poser la question suivante, quelles sont les fonctions de la monnaie? Avant de commencer, définissons ce qu'est la monnaie. La monnaie est un actif liquide dont les formes varient selon les structures économiques et sociales et qui sert à l'évaluation et au règlement des échanges. Depuis Aristote, 3 fonctions habituelles de la monnaie sont avancées. La première est l'unité de compte. La deuxième est l'intermédiaire des échanges, ou l'équivalent général, et la troisième est la réserve de valeur. Concernant la première fonction, l'unité de compte, la monnaie facilite l'évaluation relative des biens et des services et simplifie par là les échanges par rapport au troc. Par exemple, s'il fallait 3 poulets pour acheter une vache et qu'un poulet vaut 10 €, vous saurez que la vache vaut 30 €. Je rappelle que les valeurs sont ici simplement illustratives. Concernant la deuxième fonction, l'intermédiaire des échanges ou l'équivalent général, la monnaie permet de dissocier les échanges dans le temps et dans l'espace par rapport au troc. Là où le troc nécessite la double coïncidence des désirs, c'est-à-dire que les individus possèdent chacun le bien désiré par l'autre et qu'ils soient d'accord sur le rapport d'échange des deux biens. Reprenons l'exemple précédent. Dans le cas du troc, les deux agents économiques doivent être d'accord pour échanger une vache pour 3 poulets. La monnaie permet d'acheter 1 poulet, 2 poulets ou 3 poulets ou encore seulement la vache si l'on ne désire pas acquérir de poulets. Concernant la troisième fonction, la réserve de valeur, la fonction précédente impose que la monnaie conserve sa valeur au cours du temps. On échange un bien contre de la monnaie parce que le pouvoir d'achat de celle-ci se maintient dans le temps et permet d'acheter demain un autre bien. Lorsque la monnaie perd de sa valeur dans le temps, il y a un risque de fuite devant la monnaie. Si l'on épargne de la monnaie, c'est parce que l'on croit que sa valeur perdurera. L'or est l'une des monnaies qui a le plus montré sa fiabilité, sa stabilité au cours de l'histoire. Nombreuses sont les banques centrales ayant une réserve d'or. Défendant cette approche fonctionnaliste de la monnaie, les économistes néoclassiques font de celle-ci un objet économique régi comme les autres par la loi de l'offre et de la demande, à ceci près qu'elle n'est pas demandée pour elle-même, donc pour être consommée, mais pour le service qu'elle rend, celui d'intermédiaire des échanges. Fondamentalement en conséquence, comme l'a écrit John Stuart Mill en 1848 dans son œuvre Principes d'économie politique, il n'est pas dans l'économie d'une société quelque chose de plus insignifiant que la monnaie. Pourtant, dans la lignée de John Maynard Keynes, nombreux sont les économistes à contester cette position. S'appuyant au contraire sur la fonction de réserve de valeur de la monnaie, ils en font un lien entre présent et futur au cœur d'une économie monétaire de production marquée par l'incertitude. La clé de voûte de cette émission monétaire, hier le souverain, aujourd'hui la banque centrale, est la garantie politique et juridique. La monnaie est donc une création de la loi. Plus exactement, il y a monnaie lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies. Première condition, la monnaie apparaît lorsque l'État sélectionne une certaine unité de valeur et proclame sa validité. Deuxième condition, l'État accepte de manière inconditionnelle cette monnaie. Troisième condition, cette monnaie est séparée de toute valeur intrinsèque. Cette définition institutionnaliste de la monnaie a l'avantage d'introduire un acteur majeur, l'État, mais le double inconvénient de ne reconnaître que la seule monnaie exogène créée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, par l'État ou la Banque centrale, et de postuler que l'État l'impose aux acteurs. Or, plus que l'État, c'est la société tout entière qui fonde une communauté de paiement, c'est-à-dire qui définit l'espace au sein duquel la monnaie est acceptée. Pour les anthropologues et les historiens, la fonction de la monnaie est même immédiatement sociale
avant d'être marchande. Le troc de marchandises contre d'autres marchandises s'efface largement devant des échanges cérémoniels dont la logique est souvent ostentatoire. Pour affirmer sa supériorité, on se doit de donner davantage que l'on reçoit. Les monnaies des sociétés dites primitives, les paléomonnaies, avaient ainsi avant tout une fonction sociale et politique. Contrairement à l'approche fonctionnaliste, la monnaie ne s'autonomise pas des autres biens pour en faciliter les échanges. L'origine marchande de la monnaie paraît ainsi très improbable. Les sociétés se formant et se pacifiant par un processus de dérivation de la violence sur un bouc émissaire, la monnaie est absolument nécessaire à la constitution de la société. Au lieu de tuer un rival, on lui prend son argent sans forcément le tuer, car la monnaie est le pouvoir substantialisé. La monnaie est ainsi un moyen de substituer l'échange marchand au rapt. Elle permet de se procurer légalement ce que l'on souhaite acquérir. Par là, la monnaie exorcise la violence des relations interindividuelles et permet la société, comme l'ont écrit Michel Aglietta et André Orléans en 1982 dans leur œuvre La violence de la monnaie. La violence à travers la monnaie s'inverse et se concentre en un principe de souveraineté. Cependant, la monnaie est ambivalente. Elle est au fondement du contrat social car elle signifie l'appartenance à une même communauté. Effectivement, la monnaie ne permet pas de tout se procurer. Dans toutes les sociétés, un certain nombre d'échanges marchands sont interdits. Par exemple, les échanges de sang et d'organes en France restent des dons. Néanmoins, c'est aussi sur la monnaie que se fixent les convoitises et les violences. La monnaie est donc un moyen de sublimer la violence et de stabiliser le lien économique et social. Le processus de différenciation croissante de la société favorise le développement de l'échange marchand, un échange ternaire et non binaire, comme l'est le troc, puisqu'il introduit un intermédiaire, le marchand et l'argent. Le développement de l'usage de l'argent est tout à la fois le signe d'une autonomisation croissante de l'individu et de son intégration à une communauté. La monnaie détache l'individu de l'objet, mais oblige la communauté dans son ensemble à rendre à celui qui veut utiliser la monnaie. C'est à la condition que la monnaie dépossède d'autres de leurs biens qu'on accepte la monnaie en échange du bien en notre possession. L'usage de l'argent est le signe de la confiance dans son pouvoir d'achat, donc le signe d'une intégration sociale plus encore que le signe de la capacité de l'État à monnayer. Comme l'a écrit Jörg Simmel en 1900 dans son œuvre Philosophie de l'argent, ce qui libère le particulier peut signifier obligation pour la communauté dans son ensemble. Avec l'argent, on participe à une communauté, mais en tant qu'individu autonome. L'espace au sein duquel la monnaie est acceptée définit une communauté de paiement. Donc, comme l'a écrit Jörg Simmel dans l'œuvre que j'ai citée précédemment, la monnaie est une assignation sur la société. La confiance qui fonde la monnaie ne découle pas d'une foi transcendantale, mais se construit sur l'expérience accumulée. Comme l'a écrit Jörg Simmel dans l'œuvre que j'ai citée précédemment, l'échange est bien plutôt une socialisation. Cette socialisation crée des attentes réciproques dans la monnaie, dont la stabilité va manifester la légitimité de l'ordre social. Inversement, en Allemagne, dans les années qui suivirent la défaite de 1918, les tensions très fortes entre les groupes sociaux et la fragilité de la République de Weimar produisent un désordre social dont l'hyperinflation n'est que la traduction monétaire. C'est ce que Michel Aglietta et André Orléans nomment, dans leur œuvre que j'ai citée précédemment, une violence de la monnaie. Comme d'habitude, je vous laisse consulter mes sources. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.